Il y a tout juste un an, le 24 janvier 2022, un coup d'État est venu mettre fin au second quinquennat en cours du président Roch-Marc Christian Kaboré. Il y a tout juste un an, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a pris les rênes du pouvoir. Un an après et au lendemain du coup d'État rectificatif du 30 septembre 2022, où en est le Burkina au plan sécuritaire et sociopolitique. C'est le sujet qu'examinent aujourd'hui les juges du tribunal de l'actualité qui ont convoqué dans ce prétoire pour en parler Abdoul Karim Saïdou, politiste, maître de conférences agrégé en sciences politiques à l'université Thomas Sankara de Ouagadougou. Bonjour Monsieur Saïdou, merci d'avoir accepté notre convocation. Bonjour. Merci. Deux juges de ce tribunal sont en place pour cette audience qui évoquera les indispensables réformes institutionnelles à adopter au cours de cette transition dans le contexte sécuritaire difficile du Burkina. Bonjour, juge Bernard Bougma. Bonjour, président Toumongui. Bonjour, juge Vaha. Bonjour, madame, monsieur. Bonjour, juge Bouma. Bonjour, président Toumongui. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à la deuxième audience du tribunal de l'actualité pour le compte de cette semaine sur la télé interactive Truc TV et sur Radio Watt FM 100% urbaine. Une audience qui commence comme d'habitude avec les avant-propos des juges que je convoque à présent. Avant-propos des juges, et on commence par vous, Bernard Bougma. Merci, président. Mon avant-propos va concerner la visite du président ivoirien Alassane Ouattara, où il sera reçu à Paris, donc l'Élysée par son homologue, le président français Emmanuel Macron. Donc de la révélation qui a été faite par Jeune Afrique, il sera question de la coopération bilatérale. Ils vont évoquer la situation régionale et en particulier la transition à Ouagadougou. Donc transition à Ouagadougou, c'est cette partie de l'information qui fâche la rue ouagalaise et qui sont montés sur les grands chevaux contre Alassane Ouattara qui lui demande de surveiller de ce qui lui regarde, patati et patata. Je pense que dans notre situation, c'est mieux que nous soyons sereins, que chacun fasse son job. Alassane a son pays à diriger, Emmanuel Macron a le sien, mais les questions entre voisins se touchent entre voisins. Si on se pose la question de savoir qu'est-ce que les voisins, pourquoi certains voisins ne font rien pour nous, où sont, donc voilà. Et maintenant, la réalité aussi c'est que c'est comme ça, même dans la vie réelle, quand il y a quelque chose chez le voisin que vous retrouvez aussi entre voisins, avec sa présence, avec ou sans sa présence, vous ne pouvez pas ne pas en parler. Donc c'est la même chose, ça rappelle l'histoire de la crise ivoirienne où quand Blaise était attendu à Paris, le même Jeune Afrique, je révélais qu'au menu des échanges, la situation en Côte d'Ivoire, ça fâchait la rue abidjanaise, ça égayait une partie de la rue ouagalaise et aujourd'hui c'est la même chose. Donc c'est l'histoire également qui tourne, quoi. Donc je dis, plutôt que de s'énerver, c'est mieux de nous concentrer sur l'essentiel. Que chacun fasse sa part de boulot, que chacun fasse mieux son travail. Et puis bon, ce genre de visite, vous ne pouvez pas aller à ce genre de visite sans effectivement évoquer la situation à Ouagadougou. C'est ça d'ailleurs qui devait étonner. Maintenant qu'on vous hégémonie le simple fait de l'évoquer dans un article, alors que j'ai dit c'est dans le cadre normal de la coopération. Pendant la crise ivoirienne, quand Blaise était attendu à Abidjan, à Paris, on disait la même chose. C'est le même Jeune Afrique qui faisait ces révélations. Donc ainsi vont les choses et ainsi vont aussi également la diplomatie, parce que la réalité aussi on est voisins. Maintenant s'il y a une divergence de point de vue qui fait qu'effectivement nous ne nous accordons pas sur les méthodes de lutte contre le terrorisme et que Ouagadougou a décidé de changer son fusil d'épaule, ben voilà, ça c'est Ouagadougou qui assume sa posture. Les Ivoiriens assument leur posture, ce qui est normal parce que chacun est d'abord élu ou a été désigné pour représenter son peuple. Les nôtres actuellement nous ont été imposés par un coup d'État en attendant qu'ils assument leurs responsabilités. C'est vrai qu'il y a des supporters à tout vent, c'est normal qu'ils supportent leur champion, mais il faut savoir, j'ai dit bien savoir raison garder. C'est ce que j'avais comme avant-propos. Il faut savoir raison garder et rester serein en toutes circonstances. Juge Geoffroy Vaha, quel est votre avant-propos? Oui, merci président. Mon avant-propos va concerner la rencontre président CSC et Premier ministre de Tambela.
Et il y a beaucoup de choses qui en sont sorties. Le président du Conseil supérieur de la communication qui a donc partagé sa vision, parce qu'il est maintenant revenu dans l'institution qui traversait une zone de turbulence. Il a parlé de la lutte contre la désinformation, les fausses informations, rappeler la responsabilité sociale aussi des médias. Et il y a le Premier ministre qui a rappelé que le CSC devrait faire beaucoup plus d'efforts. Et il n'a pas manqué d'avoir un regard particulier sur les plateaux. Il dit il faut que le CSC là-dessus fasse plus d'efforts. C'est pas parce que quelqu'un a un micro devant lui qu'il peut tout dire. Et beaucoup d'autres éléments qui en sont sortis. Bon, c'est vrai que c'est surprenant parce que quand on passe de l'autre côté, très vite on se rend compte que les critiques qui sont faites sur les plateaux là nous atteignent directement. Aujourd'hui, il faut qu'on se dise la vérité. Nous, on est journalistes, pour avoir des gens sur les plateaux qui acceptent de dire certaines choses, ce n'est plus comme avant. Mais c'est aujourd'hui le contexte dans lequel nous sommes. Donc, le problème même, ce n'est pas tant la critique, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un espace où c'est difficile d'avoir des gens qui puissent dire la vérité sans risquer d'avoir un retour du bâton qu'ils ne vont pas maîtriser. C'est ça la vérité, le contexte dans lequel nous sommes. Mais qu'à cela ne tienne, il a dit le CSC doit être un organe professionnel aux mains de professionnels. C'est ce qu'on pourra retenir et espérer qu'il n'y ait pas eu d'injonction ou de mot d'ordre. Parce que le CSC, c'est le régulateur et il doit avoir quand même aussi les mains libres pour faire son boulot. Et je pense que nous, organes, au niveau national, sommes quand même assez responsables. C'est vrai qu'il y a toujours l'épouvantail Radio 1000 collines qu'on aime à ramener, et il l'a fait, mais il faut savoir saluer aussi une presse nationale qui est restée professionnelle pendant longtemps aussi. Oui, il faut saluer la presse burkinabé qui, dans son ensemble, reste professionnelle. Il y a vraiment des efforts qui sont faits au niveau de la presse nationale, il faut le souligner. C'est pas parce que nous sommes les acteurs de cette presse-là qu'on ne se le dirait pas. Et je crois que cela mérite de temps en temps d'être souligné plutôt que chaque fois de jeter l'opprobre sur certains journalistes. C'était la séquence avant-propos des juges qui cède maintenant la place à la fenêtre des généralités, qu'on ouvre bien entendu avec Bernard Bougma. Merci Président. Alors professeur, on parlait d'ailleurs du Premier ministre lors de son adresse au Parlement burkinabé. Il a épinglé les intellectuels que vous êtes. Alors qu'en dites-vous? Je voudrais avoir votre commentaire là-dessus. Bien, merci. Alors effectivement, le Premier ministre avait critiqué ouvertement les intellectuels. Et je suppose que lorsqu'il parle intellectuel, il pense aux universitaires parce que les deux notions sont quand même légèrement différentes. Et son propos en fait visait à critiquer l'importation des modèles, notamment les constitutions, voilà, qui sont copiées sur le modèle français, etc. C'est une critique qui est très vieille, hein, mais dans la réalité, on sait que c'est pas aussi simple que cela. Parce qu'une chose est de critiquer le caractère importé des institutions, une autre chose est de s'accorder sur un minimum pour savoir quelles sont les valeurs locales qu'il faut promouvoir. J'en sais quelque chose pour avoir été membre de la commission constitutionnelle en 2016-2017 et je peux vous dire que sur des questions, des sujets qui paraissent évidents comme la chefferie coutumière, c'est pas aussi simple que cela. Donc, faut pas penser qu'il y a un consensus sur les valeurs nationales. Les valeurs locales, les valeurs nationales aussi font l'objet de controverses. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça. Oui, justement, c'est d'ailleurs parce que vous avez fait partie de cette commission constitutionnelle au contact des réalités et entendant effectivement le Premier ministre qui dit que c'est calqué sur le modèle occidental. La question c'est d'abord, est-ce qu'on peut faire ça sans calquer un temps soit peu le modèle occidental, même si on se dit qu'on a des valeurs propres à ajouter. Dans l'ossature, on peut changer grand-chose. Oui, je pense que quand vous regardez la Constitution, la matière constitutionnelle de façon générale, hein, la plupart des constitutions sont le résultat d'un syncrétisme. On parle des modèles importés en Afrique, mais on oublie souvent que le régime parlementaire, il est né en Angleterre, donc c'est le même régime qui est utilisé en Australie, en Suède, voilà, en Allemagne, etc. Donc
ce n'est pas, je dirais, quelque chose qu'on observe uniquement en Afrique. Mais si vous regardez également les textes de façon générale, les textes normatifs, vous verrez qu'il y a quand même une touche particulière au niveau de chaque pays. Il y a quand même des tentatives pour adapter les institutions aux réalités locales. Donc, je dirais que ce n'est pas du copier-coller au sens strict, mais il y a des réalités que les États tentent de prendre en considération en fonction justement de leur évolution sociopolitique. Dernière question de généralité d'ailleurs. Et qu'est-ce qui est prénable d'ailleurs? Parce que, par exemple, vous avez évoqué le régime parlementaire, les autres pays ont pris et tout. Mais maintenant, un pays africain, un pays comme le Burkina Faso, faire une adaptation, comment on fait? Est-ce que des éléments comment est-ce qu'on peut réussir cette greffe-là? Non, il suffit de regarder, parce qu'il faut quand même rappeler que nous avons une expérience en matière de gestion des institutions depuis l'indépendance. On a hérité d'une constitution, on a hérité des modèles, que ce soit sur le plan normatif, le système partisan, etc. Mais si vous regardez, on a une riche expérience. Par exemple, la question de la limitation du nombre des mandats présidentiels, la demande pour la limitation du nombre des mandats présidentiels, c'est une demande locale, parce que nous avons fait l'expérience de la non-limitation avec Blaise Compaoré. Et donc, de ce point de vue, on peut considérer que la clause limitative du nombre de mandats présidentiels découle de notre expérience. Voilà. Et donc, quand vous regardez les constitutions qui ont été élaborées depuis l'indépendance, certes, ces constitutions sont inspirées des modèles occidentaux, mais les acteurs locaux ont toujours fait l'effort d'introduire quand même une dose, je dirais, du local pour tenir compte des réalités. Oui, je dirais même qu'en France, le quinquennat est intervenu en France après que ce soit adopté sur le continent africain, puisqu'avant c'était un septennat. Il a fallu... Oui, quand vous prenez même la déclaration des biens, c'est Sankara qui l'a commencé, la déclaration des biens des dirigeants. La France, je pense que c'est en 2008. Donc, voilà. Donc la France est aussi inspirée de certains exemples sur le continent en matière constitutionnelle. Geoffroy Bara, avant-propos, je rappelle juste que ces questions... pas avant-propos, mais des questions de généralité sont adressées à notre invité, le politiste Abdoul Karim Saïdou. D'accord. Moi, j'avais pas trop de questions de généralité. Mais j'en ai quand même. C'est que souvent, on entend tout le monde dire c'est vrai que c'est une transition, c'est le bon contexte si on veut faire des réformes courageuses. On a vu même le cas du Mali récemment. On a entendu des dignitaires religieux dire, par exemple à Goïta, tu n'es pas élu, tu n'as pas la légitimité de pouvoir changer un certain nombre de choses. Est-ce que ce n'est pas quelquefois même un piège que de penser que forcément la transition doit permettre de partir sur des grandes questions et que bon, quand on est en situation normale, ce ne sont pas forcément des questions qu'on peut aborder sans qu'il y ait un penchant affirmé. Oui, la réalité c'est que en général les régimes de transition sont des fenêtres d'opportunité. La réalité, j'ai fait une publication là-dessus pour comparer les cas du Niger et du Burkina. Si vous prenez le cas du Burkina, la transition de 2015, le Conseil national de transition a adopté plus d'une centaine de lois, alors que d'habitude c'est environ la moitié des lois. Donc il y avait une sorte d'inflation des réformes et sur des sujets sensibles comme la lutte contre la corruption, comme les candidatures indépendantes, la corruption électorale, etc. Donc des sujets sur lesquels il était difficile d'obtenir des réformes substantielles avec, je dirais, un régime normal dominé par les partis politiques. Et donc c'est le changement de personnel politique et le changement de contexte en fait qui fait qu'il y a une fenêtre d'opportunité qui s'ouvre. Et donc tous les entrepreneurs politiques qui font du plaidoyer, qui veulent introduire certains sujets dans l'agenda, ils profitent de cette opportunité-là. Et donc c'est en cela que de façon empirique on peut observer que les régimes de transition constituent une fenêtre d'opportunité. Rien que l'actualité du moment avec le départ, la demande du gouvernement burkinabé concernant la force Sabre, c'est un exemple concret. Vous savez que les questions diplomatiques aussi sont des questions sensibles. Et on voit que c'est avec les régimes de transition également qu'au Mali qu'il y a eu une sorte de revirement diplomatique, ce qui est un peu difficile dans les régimes dirigés par les partis politiques. Mais il ne faut pas non plus surestimer la capacité des régimes de transition à transformer radicalement la société, parce que ce que les gouvernements peuvent faire, c'est essentiellement des changements normatifs. On peut adopter des lois, changer des textes, mais les vrais changements, les changements cognitifs de mentalité, les changements culturels, il faut les penser dans la durée.
Voilà. Sinon, en 2015, il y a eu beaucoup de réformes, la lutte contre la corruption. Vous avez vu que la fenêtre s'est refermée avec l'avènement du MPP. Et donc, il y avait même des velléités de suppression de la SELC. J'en sais quelque chose pour avoir été membre de la commission constitutionnelle. Mais l'avantage des transitions, c'est que quand il y a des réformes substantielles qui sont opérées dans certains domaines sensibles, après le coût de la remise en cause devient un peu difficile. Voilà. Par exemple, c'était un peu difficile de revenir sur la loi anticorruption parce qu'on pouvait s'attendre justement à une levée de boucliers, etc. Donc, je crois qu'il faut attendre des régimes de transition, des réformes sur le plan normatif, mais les changements de fond, les changements cognitifs, voilà, je pense que c'est dans la durée. Alors, c'est dans la durée. Vous avez évoqué tout à l'heure le départ de la force Sabre. Comment analysez-vous cette demande du Burkina? C'est une bonne décision, tout le monde applaudit. Bon, moi j'ai beaucoup d'interrogations parce que en fait depuis que cette force a été implantée au Burkina, on n'a pas dit aux Burkinabés quels étaient les tenants et les aboutissants. Il y avait, bon, ça c'est quelque chose de, je dirais, de banal en matière de diplomatie, en matière de défense. Les autorités dans tous les pays ne sont jamais totalement transparentes sur ces questions-là. C'est des questions qui sont marquées par le sceau de la confidentialité. Et donc il y avait un problème de transparence par rapport à la présence de cette force-là. Est-ce qu'elle avait les mêmes missions que sous Blaise Compaoré, sous Roch Kaboré, etc. Quelle était sa contribution dans le cadre de la lutte contre le terrorisme? Est-ce que cette force-là a en tout cas répondu aux attentes des autorités? Est-ce que ce sont plutôt les autorités qui n'ont pas joué leur partition? Il y a beaucoup d'éléments en fait qu'on ne maîtrise pas. Parce que tant qu'on ne sait pas pourquoi cette force-là a été implantée, quelle a été sa contribution réelle, c'est difficile d'apporter une appréciation. Mais ce que j'observe qui est intéressant de mon point de vue en termes de changement politique, c'est cette démocratisation de la diplomatie. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'intrusion des citoyens ordinaires dans les questions diplomatiques qui sont généralement des questions régaliennes. Et donc, il y a une sorte de démonopolisation des questions diplomatiques. Moi, j'ai toujours à l'esprit cet enfant à Kaya qui a usé de son lance-pierre. C'est un symbole de l'intrusion des acteurs extra-étatiques dans les relations internationales. Pendant longtemps, quand on dit défense, voilà, on disait le monopole du chef de l'État, ministre de la Défense, du gouvernement. Voilà, c'était le cas dans les années 70 quand le Burkina avait rompu les relations avec Taïwan pour nouer les relations avec la Chine. J'ai lu dans les mémoires de Gérard Congo Ouédraogo que lui-même en tant que Premier ministre n'a même pas été informé parce que les militaires estimaient que c'est des questions hautement stratégiques, c'est la haute politique. C'était le ministre des Affaires étrangères, c'était la hiérarchie de l'armée, le général Lamizana. Vous imaginez le Premier ministre qui n'était pas impliqué dans les discussions pour... Mais aujourd'hui, on voit que ce soit sur la question du franc CFA, la question de défense, on voit que les citoyens s'impliquent dans le débat diplomatique. Donc cette démonopolisation me semble être un changement significatif qu'on peut observer. Un changement significatif et intéressant? Oui, c'est un changement intéressant puisqu'il faut justement arriver à une situation où on démocratise ces questions-là, pour qu'il y ait plus de transparence sur ces questions. Il faut plus de transparence et il faut donc démonopoliser et donc ces questions qui étaient du domaine régalien. De toute façon, il faut que les citoyens envoient au chapitre la politique s'exerce en leur nom. Entrons à présent de plein pied dans cette audience du tribunal de l'actualité qui se propose de balayer un peu la situation du Burkina un an après le putsch du 24 janvier 2023 entre défis sécuritaires et promesses sociopolitiques avec à la barre des convoqués Abdoul Karim Saïdou, politiste, maître de conférences agrégé en sciences politiques à l'université Thomas Sankara de Ouagadougou. Bernard Dougma. Oui, effectivement, c'est la question sécuritaire d'ailleurs qui a justifié le premier coup d'État et le second coup d'État. Maintenant, il y a effectivement des réformes qui vont être engagées, qui sont en train d'également être engagées quand on suit le discours et tout. Il parle également de revoir même, de faire en sorte que le nombre de partis politiques soit revu. Donc, c'est-à-dire, il y a en tout cas des réformes qui sont annoncées. Le Premier ministre l'a dit, le chef de l'État également l'a dit. Maintenant, en ce qui concerne les raisons qui ont justifié l'avènement du coup d'État. Donc, quelle est votre appréciation du magistère de Traoré? Je ne parle pas de Damiba, parce que c'est vrai que c'est... Ouais, ça tombe un an après je préférais circonscrire pour retenir à la dernière actualité, quoi. Voilà, tout à fait. Même si Damiba a eu également sa part de boulot.
Mais ce qu'on peut observer, c'est un changement, je dirais, même si le président Traoré lui-même a dit qu'il est encore au niveau de la tactique, ce qui suscite quand même le débat sur le plan militaire, parce que généralement, la stratégie précède la tactique. Donc, il a indiqué qu'il est dans des changements tactiques et que la stratégie va venir. Mais je peux déjà observer un changement de stratégie de façon globale. Parce que contrairement à Roch Kaboré, contrairement à Damiba, il s'est mis dans une position de chef de guerre. Voilà, dans une position de chef de guerre. Je pense que c'est cette image-là qu'il a voulu, en tout cas, diffuser au niveau de l'opinion. On constate également qu'il a mis en veille certains sujets qui étaient jugés prioritaires sous les régimes passés, notamment Damiba et Kaboré, notamment la question de la réconciliation. Avant, on avait un ministère d'État chargé de la réconciliation. Maintenant, cette question a été, je dirais, reléguée au niveau du ministère en charge des actions humanitaires et du genre. Et on observe également qu'il n'est pas revenu sur la question du dialogue qui a été lancé par Damiba. Et cette question était également dans l'agenda sous Kaboré, puisque c'était un des engagements de Roch Kaboré, de mettre en place un mécanisme une sorte de main tendue aux combattants et puis un système de déradicalisation à l'image de ce qui s'est fait au Niger pour les combattants de Boko Haram. Et donc on constate qu'il est beaucoup plus dans l'option militaire et que la dimension politique est quelque peu marginalisée. Et c'est ça, de mon point de vue, qui peut susciter le débat. Qu'est-ce que j'appelle dimension politique? C'est de mettre en place un dispositif incitatif, une politique de main tendue qui permettrait par exemple aux combattants qui souhaitent déposer les armes de revenir, et cela suppose donc créer un cadre pour les accueillir, un cadre normatif, peut-être envisager une loi d'amnistie, un mécanisme de déradicalisation. Il y a tout un processus qu'on observe dans les processus de gestion post-conflit, et on a l'impression que cette dimension-là est encore absente, mais comme il a lui-même annoncé dans son discours du Nouvel An que la stratégie va venir, on attend de voir. Et un autre élément aussi qui peut susciter le débat, c'est quand même le recrutement massif des VDP, parce que si les VDP sont des supplétifs de l'armée, ça veut dire qu'ils sont censés appuyer l'armée, ils ne devraient pas être aussi nombreux que les soldats de l'armée régulière. Et là également, je pense qu'on attend beaucoup plus de clarification, parce qu'on a constaté que les VDP qui ont été recrutés à partir de 2020-2021, c'était vraiment des supplétifs qui étaient sur le terrain, mais on a constaté que le profil est devenu un peu fourre-tout. On a vu des chefs de parti, on a vu des avocats, des opérateurs économiques se faire enrôler, et donc il semble qu'il y aura une diversification des missions. Donc tous les VDP n'auront pas vocation à aller au front, il y aura d'autres qui vont être mobilisés dans le renseignement, et cela suscite une autre question qui est liée à la cohérence des politiques publiques de sécurité, parce que je rappelle que depuis 2016, on a réformé la police de proximité qui joue un rôle, qui est censé jouer un rôle important en matière de renseignement, et donc on a l'impression que finalement les forces de sécurité intérieure sont quelque peu marginalisées dans ce dispositif où on met beaucoup plus l'accent sur le tout militaire. Oui, effectivement, on est dans le tout militaire. Les forces de sécurité intérieure pour le moment sont en retrait? Oui, ils sont en retrait, mais comme il a annoncé qu'il y a un changement la stratégie va venir, certainement on attendra de voir, parce qu'effectivement... Justement, si vous permettez, par rapport à la stratégie, mais il y a déjà une stratégie. Oui, tout à fait. Il y a déjà une stratégie. Je rappelle quand même que l'un des problèmes que nous avons dans les pays africains en général, Burkina en particulier, en fait, c'est l'absence de continuité dans les politiques publiques. Je rappelle qu'il y a eu le Forum national sur la sécurité, à l'issue duquel une politique de sécurité nationale a été mise en place. Et c'était quelque chose de nouveau au Burkina, c'était un tournant, c'était un changement de paradigme, parce que pendant longtemps, la sécurité était abordée d'un point de vue statocentré. Avec le Forum, on a basculé dans le concept de sécurité nationale. Et donc la sécurité comme concept holistique, etc. Et après ce Forum, il y a eu donc l'élaboration de cette politique de sécurité nationale, à laquelle devait être arrimées des politiques sectorielles. Et c'est dans ce cadre-là qu'il y a eu une commission qui a été mise en place pour rédiger la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme. Cette stratégie-là, elle existe. Et donc, quand il parle de nouvelle stratégie, on se demande, est-ce qu'on met de côté toutes les réflexions qui ont été menées depuis 2017 dans le cadre du Forum sur la sécurité, où on a impliqué des experts civils, des experts militaires, etc. Donc, c'est ça la grande question. Est-ce qu'on reprend à zéro, c'est une remise à plat, ou bien comment on capitalise tout ce qui a été fait comme réflexion
élections depuis 2017? Ça, c'est une grosse question. Donc il faut attendre de voir comment les choses se mettent en branle de ce côté-là pour voir un peu plus clair là-dedans. Oui, Geoffroy. Oui, il y a aussi l'autre point, c'est que lorsque vous entendez le capitaine Traoré, il dit très souvent, ce qui arrive, c'est notre façon de gouverner, c'est la gouvernance qui... on a mal à notre gouvernance. Et quand on regarde, moi je dis MPSR, c'est MPSR. Vous dites un ou deux, dans tous les cas, de façon générale, c'est le MPSR. Avec Damiba, on a eu cette dénonciation-là aussi au départ. Mais après, on a eu les révélations notamment de colonnes de journalistes sur l'argent qui circulait, pas de la façon, la bonne façon, voilà, avec beaucoup de révélations. Est-ce que sur la question de la bonne gouvernance, est-ce que les choses ont vraiment changé? Bon, on attend de voir. Depuis l'avènement du nouveau régime, on n'a pas d'éléments, je parle du capitaine Traoré, on n'a pas d'éléments qui peuvent attester de l'existence des malversations, de mauvaise gestion, mais on a beaucoup d'éléments. Ne serait-ce que sous Damiba, je vais dire, ne serait-ce que la mesure qui a consisté à revoir à la hausse les salaires des ministres. On a eu beaucoup de révélations de la part d'activistes comme Ibrahim Maïga. Je reste prudent là-dessus parce que on ne sait pas si c'est vraiment avéré ou pas. Mais ce que je veux dire, c'est que de façon générale, les élites civiles et militaires ont quelque chose en commun à l'Afrique de façon générale. C'est leur rapport à l'État. C'est leur rapport à l'État. C'est-à-dire que c'est un rapport qui est caractérisé par une logique de patrimonialisation. Voilà, l'État est considéré comme un espace d'accumulation, l'État est patrimonialisé, l'État est personnalisé, c'est quand même une constante qu'on peut observer. C'est-à-dire que même dans les transitions qu'il y a eu dans les années 90, où on avait avant des régimes de partis uniques, des régimes militaires, après l'avènement de la démocratie, on n'a pas constaté de changement significatif à ce niveau. Ce qui a changé sont les prédateurs. Mais les logiques prédatrices ont demeuré. Et on l'a vu après la fin de la transition, on a observé une baisse de la corruption avec la transition compte tenu du contexte parce que les gens avaient quelque peu peur de la répression. Mais après, on a vu qu'avec le régime du MPP, on a assisté également à un retour en force de ces pratiques de prédation et qui ne vont pas prendre fin tout de suite parce que c'est quelque chose de culturel. Le fait de considérer l'État comme un lieu d'accumulation, ces logiques prédatrices-là, on l'a produit. Voilà. C'est une logique prédatrice, on la peau dure, un débat ou alors un sujet qui fait débat actuellement aussi, c'est cette question concernant la limitation du nombre de partis politiques pour la réforme, sur le plan de la réforme politique. Donc on compte près de 200 partis politiques au Burkina Faso et selon les chiffres du ministère de l'administration territoriale, eh bien, plus de 160 partis, formations et regroupements d'indépendants avaient été autorisés à prendre part aux élections couplées, législatives et présidentielles du 22 novembre 2020. Ce sont les dernières élections en date. 96 partis, 5 formations politiques et 25 regroupements d'indépendants se sont disputés les 127 sièges du Parlement. Seulement 25 sièges sont revenus à l'opposition. Alors, pour vous, ce débat a-t-il raison d'être et qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour le système partisan au Burkina Faso? Je pense qu'il faut déjà commencer par définir le problème. C'est quoi le problème? Voilà, parce qu'en matière de politique publique, il faut d'abord identifier le problème. Quel est le problème public qu'on veut résoudre? Et par rapport aux partis politiques, on peut identifier plusieurs problèmes. Est-ce que c'est parce que les partis politiques ne remplissent pas leur mission d'animation de la vie politique dont on fait cas de l'article 13 de la Constitution? Est-ce que c'est parce qu'il y a une fragmentation du système institutionnel? Et donc c'est cela qu'il faut, de mon point de vue, engager comme réflexion. Parce que si on parle de réduction des partis politiques, généralement, c'est lorsque le système, les institutions sont fragmentées. C'est-à-dire qu'au niveau du Parlement et même au niveau local, on constate qu'il n'y a pas de majorité claire qui se dégage. Il y a un émiettement avec beaucoup de partis, avec 2 sièges, 3 sièges. Et donc, il devient difficile d'avoir une coalition stable pour gouverner. Donc, il y a le problème de l'instabilité institutionnelle. Mais si vous regardez dans le cas du Burkina Faso, certes, on a plus de 100 et presque 200 partis politiques, mais
mais le système partisan n'est pas fragmenté. Puisque si vous prenez les résultats des dernières législatives, on avait environ une quinzaine de partis représentés au Parlement. Et si on regarde, on a entre 4 et 5 partis qui totalisent en fait plus de 90% des suffrages. Donc le reste, vous avez des partis qui ont un siège, 2 sièges. Donc le système n'est pas fragmenté. Nous avons un système partisan qui est caractérisé par l'existence d'un parti dominant. Avec Blaise Compaoré, avec le CDP qui était un parti dominant. Le parti dominant a ses forces et ses faiblesses. L'une de ses forces, c'est justement la stabilité. Sa faiblesse, c'est de marginaliser des courants oppositionnels qui peuvent maintenant utiliser peut-être parfois des stratégies extra-constitutionnelles pour conquérir le pouvoir, etc. Mais avec le MPP, on a constaté qu'on est toujours dans un système de parti dominant. Pas parti hégémonique, parce que le MPP n'a pas aussi, je dirais, la force du CDP quand on regarde le nombre de sièges, mais on est toujours dans un parti dominant. Le MPP qui est arrivé à avoir environ 40% des suffrages aux dernières législatives et qui est arrivé à faire élire son candidat au premier tour, aussi bien en 2015 qu'en 2020. Donc il faut qu'on sache quel est le problème qu'on veut résoudre. Parce que le problème de l'instabilité, c'est un problème sur lequel on peut discuter, mais également la question des idées. Les partis sont censés être, je dirais, des machines de production d'idées. Il y a la fonction programmatique des partis. Et là, quand on fait le point, parce que c'est qu'on stigmatise beaucoup les petits partis, l'observation qu'on peut faire, c'est qu'en la matière, c'est-à-dire dans le domaine de l'animation du débat public, la production des idées, les grands partis ne font pas mieux que les petits partis. Les grands partis ne font pas mieux que les petits partis, Bernard Bouba. Oui, en fait, la réalité aussi, c'est que dans les missions des partis politiques, il y a l'éducation donc aux populations et tout, l'animation du débat public. Sauf qu'après les élections, ils disparaissent tous. C'est pendant la période des élections qu'ils réapparaissent, mais c'est pour parler de voter pour moi, de campagne et tout et tout. Donc, en même temps, il y a de l'argent qui est servi en termes de subventions, comme toutes les autres entités sociales au Burkina, que ce soit les syndicats, les médias, ou j'en oublie, il y a plein d'organismes qui bénéficient de subventions de la part de l'État. Donc, les partis politiques également en bénéficient. Mais ici, c'est la floraison et l'impact de leur nombre sur l'animation de la vie politique. Je pense que c'est aussi ça le débat qui est soulevé. Il y a des partis électoralistes, il y a des partis qui ne sont pas électoralistes, qui sont des partis d'idées comme ils le disent. Alors ici, quand on parle de réforme, qu'est-ce qu'on veut réellement réformer? Est-ce qu'il y a une nécessité de diminuer le nombre? Alors qu'est-ce qu'on veut réformer? Abdoul Karim Saïdou, qui est notre grand convoqué du jour à cette audience du tribunal de l'actualité, il est politiste et maître de conférences agrégé en sciences politiques à l'université Thomas Sankara de Ouagadougou. Qu'est-ce qu'on veut faire? Oui, je pense que l'idée c'est de réduire le nombre de partis. Parce qu'il semble que, en tout cas quand on écoute les discours, je rappelle que quelque temps Bala Sakandi en a parlé, cette question était également dans l'agenda de la transition en 2015. L'un des problèmes c'est quoi? C'est le fait qu'il y a un financement public qui est accordé aux partis politiques de façon systématique lorsque les partis ou les groupements d'indépendants se positionnent pour des élections. Et donc ça pose problème. Et je sais qu'en 2015, je faisais partie de la commission de la réconciliation et des réformes. Et on avait proposé un avant-projet de texte portant un régime des partis politiques. Et une des mesures qu'on avait proposées dans cet avant-projet de texte-là, c'était de faire en sorte que le financement des campagnes soit supprimé et qu'on puisse rembourser une partie des dépenses de campagne à certains partis qui auront mis le maillot, c'est-à-dire qui auront atteint un certain seuil après les élections. Le Burkina Faso est l'un des rares pays qui accorde de façon systématique le financement pour les campagnes. Dans la plupart des cas, c'est le financement hors campagne, c'est-à-dire qui est accordé aux partis politiques représentatifs sur la base du nombre de sièges dont ils disposent à l'Assemblée nationale. Et si vous regardez au Burkina Faso, ce ne sont que les partis qui ont atteint 3% des suffrages législatifs qui bénéficient de cette subvention hors campagne. Donc ça ne dépasse pas 4 à 5 partis politiques. Donc ça pose problème, le fait qu'on mobilise beaucoup d'argent pour financer des partis. Et donc si c'est cela le problème, on peut tout simplement revoir les textes sur le financement public des partis politiques. Il y a des pays comme le Ghana où l'État ne finance pas les partis politiques. Parce que les études qui ont été faites il y a quelques années, notamment par le Centre pour la gouvernance démocratique, ont indiqué qu'il y avait une corrélation entre le financement public des partis et la prolifération des partis. C'est pour ça que vous avez à la veille
veille des élections, la création de nouveaux partis. Comme vous l'avez dit, les partis qui font leur apparition pendant la campagne et puis après qui disparaissent, qui n'animent pas la vie politique. Donc on a l'impression que c'est l'existence de ce financement-là qui explique la prolifération des partis. Et d'ailleurs, on a vu même cet effet pervers lors des dernières élections. Je suis en train de terminer un article là-dessus sur la mise en œuvre de la loi sur le quota. Parce que dans le cas de la loi sur le quota, il y a un bonus qui a été institué pour les partis qui ont respecté les exigences de la loi, notamment 50% de bonus sur le financement public que l'État accorde aux partis politiques dans le cadre des élections. Et on a vu que la plupart des partis qui ont fait des efforts pour respecter les exigences du quota, c'était des partis qui n'avaient aucune chance de faire élire des députés. Avec donc un objectif de capter ce financement. Et malheureusement, pour ces partis, aucun n'a pu obtenir ce financement. Il y avait 100 millions qui avaient été dégagés, qui ont été reversés au trésor public parce qu'aucun parti n'a pu respecter les exigences du quota pour bénéficier de ce bonus de 50%. Et donc, une des choses qui peut être envisagée, si on considère que c'est cela le problème, le fait que l'argent du contribuable soit donné à des partis politiques qui sont des organisations privées, ce qu'il faut envisager, c'est supprimer le financement direct, financement des campagnes, et maintenir le financement hors campagne. D'accord. Il y en a aussi également l'autre aspect de ce financement des partis politiques, c'est les sources de financement, le contrôle des sources de financement, et aussi le débat, c'est le plafonnement. Au même moment qu'on demande de contrôler les sources, parce que si vous dites que vous plafonnez, mais vous ne contrôlez pas les sources, c'est comme s'il n'y a pas grand-chose qui soit fait, parce que le plafonnement en soi, en lui, ça ne suffit pas pour régler le problème. Qu'est-ce qu'il faut comme mécanisme de surveillance, de financement des partis politiques? Bon, il y a déjà ce volet que vous avez évoqué, le financement privé. La loi sur le financement public de 2009 parle de financement public, mais il y a beaucoup d'insuffisances par rapport au financement privé, qui est beaucoup plus difficile en fait à contrôler. Et la question du plafonnement fait partie également des recommandations de la société civile depuis des années, depuis le régime comparé. Mais franchement, moi je ne sais pas comment on va contrôler, parce que voilà, je sais que c'est une recommandation, mais plafonner dans notre contexte où il y a vraiment le poids de l'informel, on peut le faire, on le voit au niveau de la corruption électorale, c'est écrit, mais même les questions des t-shirts, mais ça va être extrêmement difficile. Là, je pense qu'il faut approfondir la réflexion. Parce que généralement, pendant les régimes de transition, il y a cette volonté-là d'aller vite, parce qu'il y a la contrainte temporelle, la transition c'est pour quelques mois, et il y a parfois la tendance à se précipiter, faire des réformes, et puis après on se rend compte que la mise en œuvre est difficile. Mais parce que si vous regardez comment se font les campagnes électorales chez nous, en Afrique, au Burkina, la façon dont l'argent circule, c'est pas de circuit à la traçabilité. C'est pas comme en France où voilà, Sarkozy a été épinglé, il y a la question de la traçabilité, l'argent circule dans des enveloppes, dans les familles, dans les quartiers, donc c'est extrêmement difficile de savoir exactement combien un candidat a dépensé. Peut-être que quand vous faites un grand meeting dans un stade, on sait à peu près combien ça coûte. Quand vous louez une grande salle comme le Palais des Sports, on sait à peu près combien ça coûte, mais le reste est vraiment difficile. Là, il va falloir, je sais qu'une des recommandations qui a été faite lors des élections législatives passées par notamment la CODEL qui travaille sur l'observation des élections, c'était de voir de quelles mesures on peut mettre en place une véritable police des élections. Mettre en place une police des élections, pourquoi pas? Alors, Gigi Ofara, sur cette question. C'est vrai que vous le rappeliez, ce n'est pas un sujet nouveau. En février 2021, Bala Sakandé disait je vais mettre les pieds dans les plats, il faut qu'on limite le nombre de partis politiques. Mais quand vous regardez aussi au fond, si c'est un appel à des réformes, mais est-ce que nos textes, déjà qui encadrent, ils sont pleinement appliqués? Est-ce que les appliquer dans leur rigueur et dans leur entièreté ne permettrait pas déjà de trouver un début de solutionnement? Oui, je suis absolument d'accord avec vous. Une des difficultés aussi du ministère en charge des libertés publiques, c'est le nombre de partis. Voilà, c'est le nombre de partis. C'est pour ça qu'il faut peut-être commencer par des réformes dans ce sens. Sinon, effectivement, si on appliquait les textes de façon stricte, si le ministère... Quand vous dites que c'est le nombre des partis, ça veut dire qu'à cause du nombre des partis, le ministère ne peut pas réguler? Oui, je ne suis pas sûr que... C'est comme les associations de la société civile, c'est le même ministère, direction en charge des libertés publiques. Je ne suis pas sûr que ce ministère-là ait les moyens de réguler. Mais effectivement, si ce travail de régulation était fait de façon stricte, de façon
voilà, on peut justement arriver à réduire le nombre de partis politiques. C'est-à-dire que les partis qui ne tiennent pas les instances, normalement, on doit les suspendre. Et passer un certain délai, on doit les dissoudre. Et donc, moi, je sais qu'il y a une dizaine d'années, j'ai participé à une enquête au niveau du Centre pour la gouvernance démocratique. Quand vous prenez le répertoire au niveau du MATD, vous avez les numéros des responsables des partis. Quand vous appelez, parfois, la personne est même étonnée quand on lui annonce que le secrétaire général d'un parti politique. Voilà. Ou parfois, vous tombez dans un restaurant. Pourquoi? Parce que le parti a été créé et puis pendant des années, le parti a cessé de fonctionner. Mais on n'a pas prononcé son acte de décès. Il n'a pas été dissous officiellement. Donc, si on fait ce travail de nettoyage-là, ça va réduire de façon drastique. Voilà. Et une des réformes qui a été proposée pendant la transition en 2015, dans le cadre de la commission de la réconciliation et des réformes, c'était de faire en sorte que tous les partis qui existent aient au moins un siège dans les très chefs-lieux de région. C'est-à-dire qu'on donne un délai d'une année aux partis qui existent déjà de se conformer à ces dispositions. Et lorsqu'un parti se crée, on lui donne une année, voilà, pour avoir des sièges. Quand je parle des sièges vraiment fonctionnels, des bureaux, etc. Parce qu'actuellement, dans la charte des partis politiques, un domicile privé peut être le siège d'un parti politique. Rien que cette mesure, si on l'applique, peut-être que 50% des partis vont disparaître. Donc on ne peut pas, dans le cadre de la démocratie, je précise quand même qu'on ne peut pas réduire le nombre de partis officiellement, par exemple de limiter à 10, 15. L'État ne peut que prendre des mesures drastiques, durcir les conditions de création et de fonctionnement, en espérant que cela va conduire à la réduction du nombre de partis. Oui. Il y a aussi un autre élément, quand on a écouté le discours du président, il y a cette phrase-là, moi, qui m'a fait il, qui dit « Il n'y a pas 1000 façons de développer le Burkina Faso ». Donc, c'est toutes les offres que les partis ont, ça se réjouit d'une façon ou d'une autre. C'est comme s'il y a un appel au regroupement. Est-ce que ça, c'est possible? Oui, les partis seront obligés de se regrouper, comme on l'a vu au Bénin, parce qu'au Bénin, les partis, comme la réforme qui a été engagée par le président Talon, a durci les conditions de création des partis. Il faut avoir des représentants dans toutes les communes, etc. Donc, les partis politiques ont été obligés de fusionner. Donc, si on met en place un dispositif normatif, les partis seront obligés, ou bien ils vont disparaître, ou bien ils seront obligés de se mettre ensemble. Parce que sous la Troisième République, c'était un peu cela. Dans la loi, il était question de limiter le nombre de partis à 3. Et ce qui a été utilisé comme instrument, c'était sur la base des suffrages. Donc on dit que pour les élections législatives, ce sont les 3 partis qui viennent en tête qui restent. Donc les autres étaient obligés de se joindre aux partis qui avaient une existence légale. Donc tout dépend des dispositifs juridiques. Mais je dois aussi souligner que il faut faire attention. Les aspects juridiques ne sont pas les seuls déterminants d'un système de partis, c'est-à-dire la pluralité ou la non-pluralité des partis. Il y a aussi des facteurs sociologiques. Parce que les partis politiques sont aussi les reflets, je dirais, des contradictions qui traversent la société. Si vous avez des conflits ethniques, des conflits religieux, ces conflits-là vont s'exprimer à travers le système partisan. Et donc, on peut, à travers des instruments juridiques, réguler pour qu'il y ait moins de partis, mais il faut savoir que s'il y a une conflictualité, en tout cas qui traverse la société, cette conflictualité va s'exprimer dans l'espace public, que ce soit dans le système partisan ou dans le système associatif. Alors vous avez évoqué le cas du Bénin tout à l'heure. Il faut dire que dans le cadre de cette réforme du système partisan au Bénin, on a réduit drastiquement le nombre des partis politiques. Ici, il n'était que 7 à être en lice pour les dernières élections législatives. C'était le 8 janvier dernier et seulement 3 d'entre eux ont pu placer des députés à l'Assemblée nationale, 28 pour l'opposition sur les 109 députés du Parlement du Bénin. Le nombre est d'ailleurs passé, le nombre de députés est d'ailleurs passé de 83 à 109 pour cette législature transitoire qui court jusqu'en 2026, je crois, avant des élections générales dans ce pays. Oui, Bernard Bougman. Oui, il y a aussi le discours qui tente à vouer l'hégémonie l'homme politique. Les choses d'ailleurs ont commencé sous Damiba, qui à la rencontre avec les présidents des partis politiques avait dit que ce sont les partis politiques, les hommes politiques qui sont à 100% responsables de la situation dans laquelle nous sommes, avant de se raviser dans son discours du 4 septembre, où là maintenant il dit que l'armée est en première position des responsabilités, suivi maintenant des autres couches de la population. Que pensez-vous de ce discours qui tend
avouer aux gémonies les hommes politiques, alors que ça prend d'ailleurs de l'ampleur ces derniers temps. C'est un vieux discours en fait, c'est un vieux discours. Les partis politiques ont toujours eu mauvaise presse, parce que d'ailleurs étymologiquement le mot parti veut dire diviser. Diviser, faire de part. Donc les partis politiques ont toujours été associés à la division, à la corruption, à la pagaille, etc. On se rappelle du discours de De Gaulle en France sur les systèmes partisans. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'au lendemain des indépendances, lorsque s'est refermée la seconde vague de démocratisation, la plupart des chefs d'État avaient mis fin au pluralisme partisan, parce qu'on se disait qu'avec le multipartisme qui est né dans les années 40, on ne pouvait pas construire la nation, on ne pouvait pas lancer les grands chantiers de développement. Donc c'était le parti unique qui était l'instrument pour la construction de l'unité nationale. Mais après, vous avez vu qu'après 30 ans, on s'est rendu compte que la démocratie qui a été sacrifiée sur l'autel du développement, finalement, on n'a rien eu. On a eu ni la démocratie, ni le développement. Donc c'est un vieux discours qui est en partie porté par des militaires. C'est un discours militariste qui consiste à dire que le militaire, c'est la discipline, c'est l'intégrité, c'est le patriotisme. Le civil, c'est l'indiscipline, c'est la corruption, etc. Mais c'est un discours qui ne résiste pas à l'analyse, parce que quand on regarde la performance des militaires, il n'y a pas de différence substantielle avec les civils. Donc, de façon empirique, rien ne montre que les militaires sont plus patriotes que les civils. Mais je comprends que dans le contexte actuel de la transition, c'est un discours qui s'inscrit dans la légitimation des pouvoirs en place, qui n'ont pas de base sociale parce qu'ils n'ont pas été élus. La plupart, beaucoup de gens ne les connaissaient même pas. C'est mon cas, par exemple. J'ai connu Damiba quand il a fait son coup d'État, même chose pour le capitaine Traoré. Et donc, ils ont besoin de construire un discours de légitimation. Et pour construire ce discours de légitimation, ils sont objectivement obligés de déclasser les partis politiques, parce que ce sont les partis qui, jusque-là, ont le contrôle, en fait, du terrain, parce qu'ils ont des bases un peu partout sur le territoire. Sinon, on ne peut pas déclasser les partis politiques tant que nous sommes dans l'esprit de la démocratie. Les partis sont incontournables. Est-ce qu'il n'y a pas un revers dans une telle situation? À l'arrivée, est-ce que ça ne va pas desservir? Parce qu'après, même les lois qui sont en train d'être votées, après les élections, ce sont des hommes politiques qui vont venir les mettre en œuvre et qui vont vouloir opérer des réformes ou ajuster certaines lois qui ne peuvent pas être appliquées. Donc, ils vont vouloir de bonne foi ajuster, mais qui auront en face d'eux des populations qui disent non, vous voulez nous amener en arrière. Oui, absolument. Il faut craindre ce scénario-là, c'est-à-dire que le fait de marginaliser les partis, de faire des réformes sans les partis, parce qu'on sait que la transition va finir par des élections. Donc si on revient au jeu politique normal, entre guillemets, avec les partis, il peut y avoir des velléités de démantèlement, mais l'expérience montre que c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile, parce qu'on a vu avec les réformes qui ont été opérées en 2015, il y a eu des velléités pour revenir sur certaines réformes. Je rappelle que même au niveau de la commission constitutionnelle, certains voulaient même revenir à la Cour suprême. Voilà, supprimer le Conseil constitutionnel, etc. Mais c'était extrêmement difficile, puisque c'est comme si on veut justement démanteler certains acquis démocratiques, progressistes, etc. Donc je pense qu'il faut, dans le cadre d'une transition, avoir un mécanisme qui soit inclusif. Parce que quoi qu'on dise, les partis politiques sont des composantes de la nation. Sont des composantes, et ce sont les partis qui sont les praticiens, en fait, de la vie politique, des questions électorales. Donc leur point de vue est important, pour ne pas faire des réformes, je dirais, purement théoriques, dont la faisabilité va poser problème par la suite. Abdoul Karim Saïdou, politiste, qui est notre invité aujourd'hui à cette audience du tribunal de l'actualité, Geoffroy. C'est vrai que tout le monde aujourd'hui parle réforme. Bernard disait le politique, on a l'impression que c'est le mouton noir désigné, mais la transition, ça finit toujours par des élections et un retour à l'ordre normal. C'est vrai que la question que je pose est un peu... Est-ce que quand on regarde aujourd'hui, on pense élection? Je n'ai pas l'impression que ça fait partie des priorités. C'est vrai que la Commission nationale électorale indépendante, sous Damiba, avait planifié un séminaire régional sur l'organisation des élections en temps de crise. Et à l'époque, la présidence était réservée, et pour ne pas dire, a mis son veto.
Avec l'avènement du capitaine Traoré, le séminaire s'est tenu, j'y ai participé, et le capitaine Traoré s'est fait représenter par le ministre en charge de l'administration territoriale qui a réaffirmé officiellement sa volonté de restaurer l'ordre constitutionnel, donc de respecter les engagements pris vis-à-vis de la CEDEAO. Mais effectivement, quand on regarde aujourd'hui, on n'a pas de chronogramme. On n'a pas de chronogramme, on ne sait pas quand commence le processus électoral. Alors que l'un des objectifs de la transition, si c'est une transition, c'est justement d'aboutir à la restauration de l'ordre constitutionnel. Et c'est une question qui va certainement susciter beaucoup de débats, beaucoup de controverses dans les jours ou les semaines à venir, lorsqu'il sera justement question de ce chronogramme. Parce que si la transition ne propose pas de chronogramme clair, s'il n'y a pas une volonté en tout cas d'aller vers des élections dans les délais impartis par la CEDEAO, il y a le risque justement d'une confrontation avec la CEDEAO. Et quand on voit le rapprochement diplomatique entre le Burkina et le Mali, on peut se demander si justement il n'y a pas une sorte de mise sous tutelle diplomatique du Burkina par rapport au Mali. Est-ce que le Burkina n'est pas en train d'aller vers cette logique de confrontation avec les acteurs internationaux? Donc ça, c'est des choses qui vont susciter des débats. Et il y a une autre question aussi qui est extrêmement importante, c'est de savoir, quand on dit restaurer l'intégrité du territoire, quels sont les indicateurs concrets pour mesurer? Voilà. Il y a des indicateurs aujourd'hui qui vont être problématiques. Si vous prenez comme indicateur le nombre de personnes déplacées qui sont retournées dans leur localité d'origine, il va y avoir un problème avec cet indicateur dans la mesure où on voit que la position officielle des autorités, c'est de créer les conditions pour que les gens retournent chez eux. Mais en même temps, on voit beaucoup d'initiatives, aussi bien de la part des autorités que de la part des ONG pour implanter les populations sur place. Cela veut dire quoi? Qu'on peut avoir une situation où la sécurité s'améliore sans que cela ne s'accompagne d'un retour massif des populations dans leur localité d'origine. Et donc c'est un indicateur qui est problématique. Bon, quand on prend d'autres indicateurs comme le nombre d'attaques, le nombre de morts, etc., c'est un peu difficile. Donc il va falloir, de mon point de vue, lancer le débat. Le président Traoré a annoncé qu'il y aura des consultations qui vont être conduites par le Premier ministre pour que les acteurs s'accordent sur ces indicateurs. Parce qu'à partir de quand on peut estimer qu'on a restauré, je ne sais pas, 50% ou 60% du territoire. À partir de quel indicateur on peut mesurer justement l'efficacité de la politique en matière de sécurité. Je souligne aussi qu'au niveau juridique, que ce soit dans notre législation au niveau domestique ou à l'international, il n'y a aucun texte. Il n'y a aucun texte qui dit dans un pays peut organiser des élections dans les standards électoraux. À partir de quand, à partir de quel pourcentage, contrôle de quel pourcentage du territoire on peut organiser des élections libres et transparentes. Il n'y a aucun texte. On en a discuté pendant le forum justement organisé par la commission électorale. Donc c'est une question qui doit se régler de façon politique par le dialogue au niveau des acteurs nationaux avec également la contribution de la CEDEAO. Mais de mon point de vue, lorsqu'on dit que la transition doit organiser des élections, restaurer l'intégrité du territoire, ça ne veut pas dire qu'il faut restaurer l'intégrité du territoire à 100%. Voilà, je pense que personne ne se fait des illusions par rapport à cela, parce que ça c'est une crise qu'on va pas résoudre la crise en quelques mois, ça c'est évident. Et donc l'idée c'est de créer les conditions, voilà, pour que les élections se tiennent. Et l'une des idées que j'ai défendues justement au forum de la CENI, c'est de critiquer en fait ce que j'ai appelé la fétichisation des élections. Est-ce qu'on ne peut pas penser à d'autres mécanismes de sélection de gouvernants? Parce que quand vous regardez là les instruments internationaux, CEDEAO, Union africaine, l'Organisation internationale de la francophonie, il n'y a pas de disposition. Il n'y a pas de disposition juridique qui vous donne des indications sur comment choisir des gouvernants de façon légitime en dehors des élections. C'est comme si nous sommes prisonniers en fait de certains standards en matière électorale. Alors que historiquement, on sait que l'un des mécanismes les plus démocratiques, quand on revisite la pensée des grands philosophes sur la démocratie, c'est le tirage au sort. Les élections ont été introduites après la révolution du XVIIIe siècle pour écarter le peuple. Et donc les élections sont un mécanisme aristocratique avant que les élections ne soient démocratisées avec l'universalisation du suffrage. Ce que je veux dire par là, c'est que l'élection n'est pas le seul mécanisme de légitimation des institutions. Et donc pourquoi nous, dans le contexte africain, dans le Sahel notamment, nous sommes confrontés à cette insécurité? Pourquoi on ne va pas penser des mécanismes alternatifs? Voilà.
Et pour vous, pour terminer cette audience, on peut donc aller sur ces pistes de mécanismes alternatifs. Oui, parce que la période nous semble propice pour mener ce débat-là. Il y en a même qui ont parlé d'élections indirectes du président de la République, au lieu que ce soit par suffrage direct. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, rapidement? Oui, je pense que les crises sont également des moments critiques qui doivent permettre d'impulser une certaine réflexion. C'est-à-dire les crises sont également des opportunités qui permettent de renouveler la réflexion sur la démocratie, la réflexion sur la sécurité. Donc je pense que c'est le moment de penser à ces alternatives-là et ne pas rester dans ce fétichisme électoral. Il faut qu'on sorte donc du fétichisme électoral. Enfin, on verra bien comment les choses se dessinent pour le Burkina. Il faut qu'on arrive à maximiser la sécurité dans le pays et qu'on arrive à sortir de la transition par le haut. Et ainsi, chacun y gagnera. Ainsi s'achève cette audience du tribunal de l'actualité, la deuxième de cette semaine, qui a dessiné un tout petit peu la perspective institutionnelle du Burkina, un an après le putsch du 24 janvier 2022, avec Abdoul Karim Saïdou, politiste. Il est maître de conférence agrégé en sciences politiques à l'université Thomas Sankara de Ouagadougou. Merci, M. Saïdou, d'avoir honoré notre convocation. Je vous en prie, merci. Merci aux juges qui ont siégé aujourd'hui. Bernard Bougman, merci. Merci à Geoffroy Vara. Merci. Vous m'excuserez pour cette voix quelque peu enrouée. Aléa climatique oblige. Merci aux équipes techniques de réalisation ainsi qu'à vous tous, auditeurs et auditrices de Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de Tri TV, pour votre attention et pour votre fidélité. Et notez bien que je voudrais, là jamais rien fait, j'essaierai à faire de grandes choses, je veux à faire des miracles. Parole d'un sage à méditer, en attendant de retrouver le tribunal de l'actualité dès demain, mêmes heures, mêmes antennes, avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.